Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous preniez 2 secondes pour y réfléchir et me dire en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Le jour où la technologie le permettra, est-ce que vous seriez prêt à vivre une relation intime, voire amoureuse, avec un robot? Et attention, je vous parle pas d'un gadget, d'un robot aspirateur, un vrai robot. Un vrai robot, un cyborg, un compagnon avec des émotions réelles ou simulées, avec une présence, un lien, des sentiments, une humanité. Que vous soyez un homme ou une femme, seul ou célibataire endurci, peut-être même en couple, est-ce que vous diriez oui tout de suite ou jamais de la vie pour des questions de principe, des questions de morale, tout ça? J'attends vos réponses et soyez honnêtes, parce que ce qu'on a vu dans ce film, j'ai bien l'impression que, ça va peut-être arriver plus tôt que prévu. Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale actu étant donné qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. On va parler de South Park, de cinéma français, de petites copines ou petits copains virtuels, et bien sûr je vais parler un petit peu d'IA, mais plus IA branchée médicale, car l'IA c'est un sujet qui me passionne, qui me fait rêver. Je crois qu'aucun sujet m'a autant fait rêver à l'heure actuelle, enfin depuis que j'existe, que l'IA, parce que ça ouvre des portes et des perspectives juste illimitées quant au futur de notre espèce. Et ce qui me plaît avec l'IA, c'est, on va dire, toutes les découvertes qu'on fait dans la médecine, dans la recherche, tout ça, et j'ai un petit peu envie d'en parler, parce que même si, je parle de pop culture, tout ça, j'aime bien parler de sujets qui font du bien au cœur, qui font du bien à l'âme, car écoutez, j'ai bien l'impression que l'IA, c'est pas simplement une technologie, c'est presque une nouvelle espèce, et cette nouvelle espèce, c'est, ça sent bon quoi, donc on va parler de tout ça, et j'attends votre avis dans les commentaires, surtout concernant le passage qui va être le plus intéressant dans la vidéo, je pense, à savoir les petits copains et les petites copines virtuelles. Car là, pour l'instant, on est, on va dire, on entre dans quelque chose de nouveau, quelque chose que beaucoup espéraient en secret, et qui risque de se produire plus vite que prévu. Bon, il y aura bien sûr un temps de latence, un temps d'adaptation, tout ça, mais ça viendra. Enfin, j'espère qu'ils ne vont surtout pas lâcher le morceau, car ça rendra service à énormément de gens. Et je pense que c'est juste immoral et dégueulasse de balayer ce sujet d'un revers de la main en mode « Oh, mais non, on peut pas prendre ça au sérieux. » Non, c'est la solitude, la frustration affective, SOL, tout ça, ça touche des millions de personnes dans le monde entier. Peut-être même, je vais peut-être pas dire des milliards, mais presque. Enfin, ouais, on peut le dire, je pense, des milliards. Enfin, millions, milliards, c'est pareil, quoi. Ça touche énormément de gens. Et je pense que l'IA, les robots, tout ça pourront pallier à cette souffrance que traînent autant de gens. Enfin, je vais en parler. En tout cas, juste avant de rentrer dans le vif, regardez, je vous partage ça. C'est une grosse partie du script que je dois réciter pour ma rétrospective spéciale The Last of Us Partie 2. Regardez ce que je dois lire. Voilà, je dois lire tout ça et je vais faire du montage par-dessus. Donc je vais lire le texte et je vais rajouter des images, des extraits vidéo, tout ça. Ça va être une vidéo qui va durer, je pense, plus de 2 heures. Et maintenant, avec la machine de guerre, je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir faire enfin des grosses vidéos comme j'ai toujours rêvé de faire. Moi, mon rêve, c'est de faire des vidéos de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures sur le jeu vidéo, enfin sur des jeux vidéo, sur des films, tout ça, des interviews, des rétrospectives, tout ça. Bref, je risque de faire souffrir les serveurs de YouTube. En tout cas, ma vidéo sur ma rétrospective sur The Last of Us Partie 2, elle arrive très bientôt. Je pense que dans quelques semaines, ce sera bon. Là, vu que je suis mort d'éther et que ça a l'air de tenir une bonne cadence, là c'est bon, je suis lancé. Bon allez, c'est parti pour l'actualité, donc je vais d'abord parler de South Park. South Park a été annulé, en France. Finito, South Park, bye bye. Temporairement, j'espère. En effet, comme on peut le lire sur cet article, South Park est depuis peu introuvable en France et pratiquement dans le monde entier. Wow! C'est un vrai drame pour les fans français de South Park. Depuis quelques jours, la série a disparu de toutes les plateformes de streaming, en France, et plus particulièrement de Paramount+, la plateforme qui était la seule à avoir les droits pour les saisons à venir. Alors Paramount, moi je suis complètement paumé avec toutes ces plateformes de streaming. Bon alors on a Netflix et Prime, on a l'habitude, mais après ça on a eu Paramount, Disney+, quoi d'autre encore, je sais plus, Peacock, enfin il y a je sais pas combien de plateformes de streaming, et ça commence à revenir à devenir cher tout ça, pour ceux qui investissent dans les plateformes de streaming, et même une série comme South Park, ils arrivent à la retirer, quoi. C'est comme si on retirait Breaking Bad ou The Walking Dead de Netflix, quoi. C'est un trop gros morceau. Cette disparition n'est pas un simple bug technique, malheureusement, mais bien le résultat d'un vrai désaccord entre les créateurs du show polémique, et les associés de Paramount. Alors après,
Je pense que l'article ne dit pas tout, enfin on verra bien parce que j'imagine que l'article, comme j'ai pu le lire sur d'autres, c'est des retours, on va dire, policés, des retours administratifs, tout ça, mais peut-être qu'en interne, South Park emmerdé du monde, mais peut-être qu'en interne, South Park dérangé, peut-être que South Park est un petit peu trop loin concernant certaines vannes, enfin trop loin pour certaines personnes, parce que bon, on est dans une période de politiquement correct, les années 2020 c'est assez tragique à ce niveau-là, on est vraiment dans une décennie qui est très policée concernant le cinéma, les séries, tout ça, ça ose pas vraiment choquer, ça ose pas vraiment, aller vers le politiquement correct, et comme par hasard, South Park, ça saute. Pourquoi elle, et pas d'autres séries, je sais pas, les Simpsons, tout ça, pourquoi South Park dégage? Alors moi, ça me paraît bizarre, quoi. Il y a une série qui saute, et c'est South Park, la seule qui est satirique, la seule qui est un petit peu dérangeante, la seule qui propose une vision satirique de la société. Et je tiens à préciser que, personnellement, je suis pas un grand fan de South Park. En fait, j'adorais South Park quand j'avais genre 10-11 ans, parce que c'était nouveau, c'était novateur, c'était vulgaire, donc c'était un petit peu interdit, mais j'ai vite lâché l'affaire parce que je passe à autre chose, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de fans de South Park, et malheureusement, j'imagine qu'on pourra toujours mater les épisodes sur des plateformes de streaming, tout ça, des trucs un peu piratés, mais là par contre pour les saisons suivantes c'est terminé, vous aurez pas la version française avec la voix de Cartman, tout ça, mais enfin perso j'ai jamais été un grand fan, même s'il y a des épisodes qui m'ont fait marrer, mais perso j'ai lâché, comme je me mets à la place des fans et ça doit être assez frustrant. En tout cas je pense, et c'est ma théorie, que South Park dérange un petit peu les cadres, parce que c'est un petit peu trop vulgaire, un peu trop, un peu trop acide vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des modes, vis-à-vis des codes conduite de cette génération qui sont très, encore une fois, policés, tout ça. Il n'y a pas droit de dire des trucs trop provoques, trop énervés, donc forcément, ça a dû déranger certaines têtes pensantes. Et c'est, moi je pense, en tout cas, je pense que cette théorie est purement plausible. Alors on essaye de nous sortir un baratin juridico-administratif, en mode, moi personnellement, ouais. Tout avait pourtant bien commencé en 2021 quand Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, signent un accord monumental avec Paramount d'une valeur de 900 millions de dollars. 900 millions, les gars, ça rapportait autant de fric, sérieux? C'est dingue, hein, parce que je sais pas de combien est le coût de production d'un épisode, mais franchement, ils ont géré de ouf, hein, parce que je pense pas que ça doit coûter des millions de dollars de produire un épisode de South Park, quoi. Surtout qu'ils les produisent à la chaîne non-stop, et avec cette qualité, quoi. C'est d'ailleurs ça qui faisait la force de cette série, ces dessins très simplifiés qui permettaient d'en produire à la chaîne, et donc de rebondir sur l'actu, tout ça. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais qu'est-ce que vous préférez entre South Park, les Simpsons? Moi perso, je préfère les Simpsons, mais les premières saisons étaient, bon alors pas toutes, hein, bien sûr, mais pas tous les épisodes étaient géniaux, mais il y a quand même de sacrées pépites dans les premières saisons, je dirais de la 3e à la 14e. Mais après, c'est devenu indigeste au possible, mieux, enfin je veux dire, plus ça s'est amélioré du point de vue de la technique, du point de vue du dessin, pire c'est devenu du point de vue de l'histoire, enfin des histoires, des scénarios, tout ça, c'est devenu tout public en fait. Enfin, c'était déjà tout public avant, mais bon, les gosses de l'époque avaient une ouverture d'esprit un peu plus... Enfin, on était habitués à être choqués, quoi, j'ai l'impression, alors que maintenant, faut plus trop choquer, quoi. Je pense que c'est les nouvelles générations, les zoomers, tout ça. D'ailleurs, est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne chose? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ça aussi, parce que, je m'interroge. Est-ce que finalement, c'est pas mieux que les gens soient, soient plus fragile? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est... J'attends de voir dans l'histoire ce que ça va donner dans 10 ans, dans 15 ans, si la société sera plus cool, plus sympa. On verra bien, parce que mine de rien, là, à l'heure actuelle, à l'instant T, on est en 2025, on est au cœur des années 2020, il faut voir ce que ça va donner en 2030, 35, parce que bon, l'histoire évolue, et l'homme a toujours en fait un temps de retard, un temps de latence, c'est-à-dire qu'il nous faut toujours un temps d'adaptation avant de rentrer dans le cœur d'une époque. Il y en a qui sont très forts pour s'y intégrer direct, mais pour la plupart des gens, y compris ceux qui vieillissent un petit peu, on a beaucoup de mal en fait à capter les codes, tout ça. C'est pas évident en fait, n'oubliez pas que le muscle... N'oubliez pas que le cerveau c'est un muscle et il faut l'adapter. Adaptez-le à l'époque, adaptez-le au mode, tout ça. Faut vraiment rester dans le coup et c'est pas facile. Enfin, mais c'est quelque part une sorte de challenge. Ce deal prévoyait 6 années supplémentaires de série jusqu'à une 30e saison, ainsi que la production de 14 téléfilms exclusifs pour la plateforme. Mais très vite, le rythme de production ralentit. Seulement une saison de 6 épisodes et 4 téléfilms ont vu le jour en 4 ans. Que s'est-il passé ? Le vrai tournant intervient en 2024 avec la fusion de Paramount et Skydance Media, la société de production derrière Mission Impossible, Transformers et Top Gun. Je sais pas s'il y a de quoi s'en réjouir, hein, parce que quand on a vu les dernières Missions Impossibles, le surestimé, surcoté Top Gun Maverick, oui, je suis désolé, hein, je prends des risques. Transformers. Bref, des licences qui parlent à un public très large, et peut-être pas celui qui est le plus sensible au politiquement incorrect.
Ce rapprochement donne à Skydance le pouvoir de bloquer certaines décisions, comme David Ellison, à la tête du groupe. Il n'apprécie ni l'humour corrosif de South Park, ni ses coûts de diffusion importants. Le résultat est clair. Ah, tiens, c'est... Voilà, le mec, il arrive, il aime pas South Park, il l'annule. Alors, c'est dingue. Ce monsieur, il n'apprécie pas South Park, donc il l'annule, tout simplement. Alors, l'histoire des coûts, machin, vous allez me faire croire que ça coûte une fortune, vous allez me faire croire que ce dessin animé qui est vu par des millions de personnes dans le monde entier, vous allez me faire croire que ça coûte de l'argent. Mais c'est... Enfin, après, je suis pas dans les comptes de Skydance, tout ça, mais qu'on me fasse pas gober, que, comme je l'ai dit, qu'un épisode de South Park, ça vaut des millions de dollars de production, qu'on arrête. Donc d'accord, monsieur David Ellison, par une simple décision, il annule South Park. Pour vous, à votre place, enfin, il choisit pour vous, c'est cool, c'est... Hein. Il refuse donc de renouveler les droits de diffusion. Pire encore, Paramount aurait tenté de censurer la série, de mieux en mieux, tiens. La série provoquant évidemment la colère des créateurs qui misent tout sur la satire extrême. Alors ça par contre, bon, à titre personnel, je pense que... Alors après, je m'interroge, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le long terme, mais je pense que c'est, à titre perso, peut-être que c'est parce que je suis... Voilà, c'est de ma génération de ça, mais comment dire, je vois toujours d'un très mauvais œil une forme de... la censure, tout simplement, parce que, où on va, là, qui a décidé, qui est ce monsieur Ellison, en quoi il a le droit et le pouvoir de décider au nom de... Alors après, je sais bien que c'est le grand Manitou, le grand... Je veux dire, le taulier de Paramount, tout ça, de Skydance, ok, c'est lui le grand boss, c'est lui le big boss, mais là on parle d'une série qui parle à des millions de personnes qui sont assidues, il y a une grosse fanbase de South Park, et c'est dingue, quoi. Bon, je veux dire, on fait déjà des référendums pour la politique. Bon, en soi, on les écoute jamais, les gens, on s'en fout de leur avis, mais on pourrait faire de temps en temps, je sais pas, des référendums concernant les séries, concernant les films, le cinéma, machin, proposer des référendums sur qu'est-ce que les gens veulent voir, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Est-ce que ça a déjà été fait? Je sais pas. Est-ce que vraiment c'est à prendre au sérieux, à prendre en compte? Enfin, est-ce que quelqu'un a bossé dans le milieu, s'il peut me dire? Est-ce que l'avis du public est vraiment, comment dire, est-ce que l'avis général, est-ce que c'est du bon sens ou alors est-ce que c'est du bullshit? J'aimerais savoir. En tout cas, les créateurs, ils sont très colères, il y a de quoi. Troy Parker et Matt Stone, les créateurs ont exprimé leur frustration publiquement, accusant même le nouveau président de Paramount, Jeff Shell, d'interférer dans leurs discussions avec d'autres plateformes comme HBO Max ou Netflix. Aujourd'hui, South Park est introuvable en France, comme dans le reste du monde, sauf aux États-Unis. Les droits de diffusion sont arrivés à expiration et aucun accord n'était signé. Alors c'est marrant, ils gardent ça pour eux, mais par contre, pour le reste du monde, fuck off, quoi. Alors c'est dingue, quoi, parce que bon, ça représente quand même une sacrée manne. Peut-être que Paramount et Skydance voulaient encore se faire un peu de pognon, le temps de tout supprimer, de tout sucrer, mais bon, voilà, c'est... Heureusement pour les fans, malgré l'absence de la série des plateformes de streaming, elle perdure à la télévision, notamment sur Comédie Centrale. La chaîne est disponible au sein du Bouquet Famille chez SFR. Vous y retrouverez également des dizaines de chaînes pour tous les goûts et pour seulement 10 balles par mois. Bon, ça de plus à ajouter au porte-monnaie. Une bonne nouvelle pour les abonnés SFR puisque le Bouquet Famille est offert chez SFR lorsque vous souscrivez à une plateforme Prime, Netflix, etc. directement via les options de votre souscription box. Bon, finito South Park, pour combien de temps? Nous verrons. Maintenant, je vais parler brièvement du cinéma français. Alors, il y a une nouvelle qui est tombée comme quoi Universal voudrait couper les vivres au cinéma français. Alors au début, on a tous plus ou moins eu une espèce de lueur d'espoir en mode « ça y est, enfin, le cinéma français va serrer un peu la vis concernant les budgets, ça veut dire qu'on arrêtera enfin de voir des bandes annonces et des films, surtout enfin, parce que les films on va pas les voir, mais on arrêtera de voir toutes ces bandes annonces qui pullulent, vous savez, sur YouTube, on voit ces têtes avec des acteurs, machin, et personnellement je peux pas m'empêcher de cliquer pour voir, parce que systématiquement j'ai l'espoir de tomber sur une petite merveille, une petite surprise, et non, à chaque fois ça tape à côté, on a droit à des films, je veux dire, mais sans originalité, sans... Enfin, ça parle à qui, quoi? En tout cas, ils ont commencé à en parler il y a quelques semaines, mais là c'est officiel. Universal, visiblement, a l'air tenté, enfin chaud, de verrouiller un petit peu les robinets concernant certaines productions. J'ai demandé à mon fidèle ami ChatGPT ce qu'il en pense, et d'après lui, Universal revoit à la baisse les financements pour les films hexagonaux. Pas de sortie totale, mais une posture plus sélective face aux résultats moroses. Tu m'étonnes. Moins 23% d'entrée en juin 2025. En soi, ça veut pas dire grand-chose, parce qu'on n'est pas, tous au taquet vis-à-vis des entrées, tout ça, mais on sait très bien que le gros des films français, ils bident, personne ne va les voir. Moi, j'ai jamais vu une salle, remplie pour des films français. Et croyez-moi que je vais en voir plus souvent que vous ne le pensez des films français, parce que ça fait partie de mon boulot, et quelque part, je veux être au taquet de l'actualité, je veux voir comment ça se passe, tout ça, et encore une fois, on peut tomber sur des surprises, mais je vois que non, le cinéma français n'intéresse personne, parce que le cinéma français n'a pas la bonne énergie, il n'a pas la bonne vibe, et c'est impossible de concurrencer avec ce qu'on voit aux États-Unis, en Espagne, en Corée, en Angleterre, enfin on fait pas le même métier, quoi, c'est pas possible. Donc, je l'ai vu dernièrement avec 13 jours, 13 nuits,
Non mais c'est juste un téléfilm à gros budget, quoi. Même chose avec une petite pointe d'amour, c'est un téléfilm, même chose avec même des projets, on va dire, un peu ambitieux et originaux comme Indomptable, c'est pas top, enfin mais à chaque fois, mais on tape toujours à côté, quoi. Puis, enfin, c'est ou à côté, ou alors à des kilomètres, quoi. On n'est pas foutu de faire du vrai cinéma, quoi. Quoi que disent les plus, les plus grands défenseurs de cinéma français qui ont fini par lâcher l'affaire parce que y a plus rien à défendre, quoi, c'est plus possible. Donc les studios au bout d'un moment, j'imagine qu'ils commencent à en avoir marre, donc ils commencent à tirer la sonnette d'alarme. Et comptez pas sur moi non plus pour trop critiquer, je veux dire les méthodes de financement style CNC machin. Je sais que c'est tentant parce que on se dit mais c'est quoi, c'est une mafia, c'est du c'est du blanchiment d'argent. Bah en fait c'est dans un monde normal. C'est logique que ça fonctionne comme ça, c'est logique que certaines productions reçoivent des aides, reçoivent des subventions pour pouvoir produire leurs films, comme par exemple, je sais pas, tous, des subventions, parce qu'on voit toujours à chaque fois quand un film démarre, avec le soutien de la région, le soutien du CNC, tout ça. Moi je suis pas contre l'idée, le truc c'est que le cinéma c'est un art, et l'art en lui-même, il n'est performant que quand on y met des gens vraiment talentueux aux manettes, ou alors des gens qui ont la dalle, qui ont une vision. Et dans le cinéma français, personne n'a la dalle, personne n'a de vision, parce que justement, ces aides, à quelque part, handicapent, je pense, le processus de créativité. Et en même temps, on se dit, comme de toute façon il y a des subventions, pourquoi s'emmerder à faire un film qui pourrait marcher, vu que qu'il bide ou pas, notre carrière va pas sauter. C'est pour ça que les États-Unis, dernièrement je sais c'est pas top, mais c'est pour ça que jusqu'à récemment, les États-Unis ont produit des grands films, des grands chefs-d'œuvre, parce que ils ont le risque de couler si jamais ils se plantent, si jamais ils enchaînent les grands acteurs 2-3 bides, c'est fini pour eux, terminer leur carrière. Donc les mecs sont obligés de se déchaîner, sont obligés de se déchirer le cul pour produire de grands films, et c'est pour ça que qu'on est aussi friand encore aujourd'hui de cinéma américain et de cinéma du monde entier en général, parce que ils ont, on va dire, l'épée de Damoclès au-dessus d'eux, si jamais ils se plantent, ils sautent. Alors qu'en France, on n'a pas ça. Vous verrez sans arrêt des acteurs qui ont enchaîné des bides, qu'on voit souvent, par exemple, Raphaël Quénard. Enfin, ce mec, on est dans la propagande soviétique, quoi. Il est partout. Il a tourné plus de 20 films en 5 ans, mais qui fait ça? Qui tourne plus de 20 films en 5 ans? C'est impossible de tourner autant de films et rester qualitatif, parce que de toute façon Raphaël Quénard, c'est un exemple. Raphaël Quénard a toujours eu le même jeu, toujours eu le même flow, vous le voyez dans un film, vous le voyez dans un autre, c'est le même rôle, c'est le même jeu, avec son accent là, c'est le cinéma français, quoi. Et je pense de toute façon ça va durer qu'un temps tout ça, parce que les nouvelles générations qui arrivent, c'est des générations qui ont quand même une autre vision, qui ont une certaine forme de passion, ça arrive un petit peu en différé par rapport aux Américains, et je pense que dans quelques années on produira de véritables dingueries. Comme on l'a vu par exemple, encore une fois je fais la propagande, avec la trilogie Balles perdues, qui sont de très grands films d'action français, qui n'ont rien à envier aux films américains, et dans le futur je pense que le gros des films d'action seront dans cette configuration là, quoi, dans ce style. Même chose pour les drames, les trucs comme ça, parce que nous on est champions des drames intimistes et ce genre de conneries, donc il serait peut-être temps qu'on fasse il arrivera quand notre American Beauty français? Moi j'attends de voir mon French Beauty français, j'attends de voir mon Fight Club français, j'attends de voir en tout cas, chez Universal France, ils se sont dit, bon, on va peut-être arrêter les frais, ou au moins limiter la casse. Donc les plateformes style Netflix, Canal+, tout ça, ils augmentent leur investissement dans le cinéma francophone. Alors là aussi, je sais pas, c'est une si bonne chose que ça, parce que, après la France, c'est quand même un cas particulier, parce que même quand il n'y a pas beaucoup de pognon, même quand il n'y a pas beaucoup de budget, les mecs font pas forcément des trucs de dingue, quoi. C'est l'un ou l'autre, hein. En fait, il faut mixer dalle et passion, quoi. Quand vous avez la dalle et la passion, vous produisez forcément des merveilles, quoi. C'est l'un des, les deux sont indissociables pour moi pour produire des grands films. Et je sais très bien, certains vont dire, Man Matt, si t'es pas content, t'as qu'à prendre ta petite caméra et faire quelque chose. Écoutez, je pense prochainement me lancer dans les courts-métrages. Alors je me suis pas encore penché dessus à 100%, mais je le ferai quand je serai un peu mieux avec la chaîne, quand j'aurai produit pas mal de vidéos. Je me pencherai sur des idées de courts-métrages, et je voudrais faire des courts-métrages en lien avec l'actu, en lien avec des problématiques, en lien avec... j'aimerais faire Moi, il y a deux émotions que j'aimerais retranscrire dans mes courts-métrages. Faire marrer et faire chialer, c'est l'un ou l'autre. Je veux, je veux choquer, je veux sensibiliser, je veux faire marrer, c'est l'un ou l'autre. Je veux faire des trucs comme ça, puis faire des films de potes avec des copains, mais des copains talentueux, hein, pas juste des potes, voilà, que je prends comme ça, pas comme dans le cinéma français, où c'est un cinéma de copains. Non, je prends la crème de la crème de mes potes, et bim, on fait nos bails ensemble. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, et je pense que, ouais, pour l'année prochaine, 2026, je commencerai à me lancer là-dedans, on verra bien. Je promets rien, mais j'essaierai, quoi. En tout cas, au cœur du cinéma français, ça a l'air de se bouger un petit peu, enfin du moins, je parle en interne, du côté des bureaux, des décisionnaires, tout ça. Ils ont visiblement, une espèce de sursaut d'ambition, donc peut-être que dans le futur, on verra une autre génération de réalisateurs, d'autres films, enfin des films qui sont à des années-lumière de ce qu'on a vu à l'heure actuelle.
peut-être, nous verrons bien. En tout cas, c'est plutôt encourageant. C'est toujours encourageant quand on en... Enfin, encourageant et porteur d'espoir quand on entend parler d'un potentiel renouveau, d'un changement au sein d'un milieu particulier. Et dans le cinéma français, s'il y a bien une chose que j'attendais, c'était du changement, justement. Alors on verra bien si ça va être positif ou négatif. L'important, c'est que les choses changent, que les mentalités évoluent, et que ce média, notre art, évolue tout simplement, parce qu'on peut pas rester comme ça, qu'on peut plus produire autant de films qui servent à rien, autant de films qui sont vus par personne, parce que n'oubliez pas que ces films nous représentent. Nos vedettes, quand ils s'expriment tout ça en interview machin, ils nous représentent. Les Adèle Exarchopoulos, les Kassovitz, tout ça, ces gens-là nous représentent, ils représentent les Français. Bon, ils nous méprisent, ils nous détestent, ils nous prennent de haut. Pour eux, je veux dire, le peuple, c'est des gueux, c'est machin, on le sait très bien, on le voit d'ailleurs. Enfin, mais regardez les interviews de nos petites starlettes, mais ils vivent dans quel monde ces gens-là, quoi. Je les regarde des fois, et la dernière fois, j'avais lancé l'espèce de truc, là, qui ressort ou je sais pas quoi, mais qui rigole devant ce truc, justement? J'ai l'impression de voir des copains de la haute bourgeoisie qui se réunissent et qui sont des private jokes, ils se marrent entre eux, et je comprends pas le projet, quoi. Y a des gens vraiment qui aiment ça. Alors après, les gens regardent parce qu'on leur propose, mais je pense que les gens méritent mieux. Vous méritez beaucoup mieux, on mérite mieux, et j'attends un grand changement, j'attends une petite révolution en interne pour bouger les choses, et je pense qu'en interne, justement, beaucoup de gens veulent bouger les choses, subtilement, discrètement, machin, ça se fait toujours, vous savez, voilà, ça passe dans les bureaux, comment ça s'appelle, c'est l'administratif, tout ça. Nous verrons bien, en tout cas, il y a du changement qui s'annonce, et tant mieux. Allez, maintenant, il est temps qu'on passe au sujet qui me passionne le plus. Alors, dernièrement, Grok, donc l'IA de Twitter, l'IA de Musk, tout ça, aurait proposé des compagnons, des personnages à base d'intelligence artificielle qui pourraient servir de petits amis virtuels. Et autant le dire tout de suite, le résultat, il est pas dingue. Mais je ne pense pas comme un Français moyen, c'est-à-dire que j'ai écouté pas mal de mecs qui rebondissaient là-dessus, sur Twitter, sur YouTube, tout ça. Tous ceux qui voyaient ces avatars, ces espèces de machins qui mimaient une potentielle copine un peu glauque, je veux dire, très, très juvénile, tout ça, la plupart ont dit « Ouais, non mais c'est ridicule, c'est naze, oh là là, Musk il comprend rien, l'IA c'est des trucs de débiles, on y arrive, qui peut y croire, etc. » Non mais les gars... arrêtez de penser comme des Français, à savoir, des Français à l'ancienne, mais je parle du mauvais côté à l'ancienne, arrêtez de penser comme des réacs, arrêtez d'imaginer que l'histoire est figée. L'IA évolue à une vitesse juste complètement dingue, mais comparez simplement la première bagnole avec celle qu'on a aujourd'hui. On voit bien que l'évolution est délirante entre les débuts des premières voitures et celles d'aujourd'hui, les bagnoles hybrides qui peuvent quasiment se piloter toutes seules, tout ça. Bon, eh bien l'IA c'est la même chose. Prenez l'IA de 2022 et comparez-la avec l'IA de 2025. C'est le jour et la nuit, et il s'est écoulé que 3 ans. Alors imaginez ce que ça va être en 2026, 27, 28, 29, 30, 35, 40... on sera dans un autre game, on sera dans un autre monde en fait. Donc merci les détracteurs, les râleurs, tout ça, de changer de disque, ça nous arrangerait tous, ça nous ferait du bien. Et je compte sur vous, chers viewers, ceux qui me suivent, si vous n'êtes pas encore dans ce mindset, apprenez à le changer, le monde évolue, le monde change. Nous visiblement on a l'air de galérer à changer, à développer notre mindset, mais il va être temps un moment de suivre la cadence, quoi, parce que pendant que le monde collabore, le monde avance, nous on stagne. Et ça, c'est hors de question, je ne l'accepte pas, je ne l'accepterai jamais. Donc, il faut que chacun fasse sa petite, apporte sa petite pierre, soyez visionnaire, voyez plus loin, pas de façon déprimante, machin, parce que bon, moi je sors de plus de 15 ans de discours défaitistes, catastrophistes dans l'avenir, tout ça. Je me rappelle, dans les années 2010, il y avait tout le discours survivaliste en mode « Ouais les gars, préparez-vous, ça va péter, machin ». Moi je croyais à ces conneries, j'étais convaincu qu'il allait se passer une folie, une explosion nucléaire, je sais pas, les riches qui se barrent dans des avions pour aller se planquer aux Bahamas pendant que le reste du monde se casse la gueule, style Elysium. J'y ai cru à tout ce baratin, quoi. On nous a... beaucoup de boomers richissimes nous ont expliqué que va y avoir un effondrement, tout ça, que tout est foutu, alors que dans la réalité, non, ça ne fait que s'améliorer, les conditions de vie ne font que justement aller vers le mieux, et je sais que certains vont me dire que c'est pas vrai, que non, parce que ceci, parce que cela, oui, non mais je dis, jamais dit que tout était parfait de A à Z, il y a des tragédies, il y a des catastrophes, il y a du dumping social, il y a de la pauvreté, je suis bien placé pour en parler, mais du point de vue médical, du point de vue technologique, du point de vue de l'espérance de vie, ça ne fait que s'améliorer, et ça je vais en parler après, justement pour la fin de vidéo, au niveau médical, tout ça. Je veux pas dire que tous les signaux sont au vert, mais une bonne partie, il va falloir désapprendre cette mentalité défaitiste, comme quoi l'avenir est foutu, machin. Non, généralement, de toute façon, ceux qui pensent ça sont ceux qui ont peu de confiance dans leur propre avenir, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que j'ai confiance dans mon avenir? Vous croyez que j'ai confiance dans mon futur personnel? Non, je n'ai aucune, je dis bien
aucune confiance dans mon avenir perso. Voilà, je ne sais pas dans quel état physique je serai dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, je serai peut-être plus là, je serai peut-être fini, je serai peut-être out, je serai peut-être dead, je n'en sais rien. On verra, et j'espère rester là le plus longtemps possible. Enfin, en bonne santé, avec cette mentalité, tout ça. Mais, comment dire, moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est le genre humain, c'est notre humanité, c'est notre futur, c'est notre avenir, c'est tout ça, notre avenir commun. Et il va falloir arrêter, enfin désapprendre, il va falloir désapprendre cette façon de voir le monde à travers nos prismes personnels qui sont parfois pas géniaux, voilà, parfois on est dans des périodes pas vraiment fun, tout nous fait un peu chier, on n'est pas spécialement bien, tout ça, mais tout ça, c'est secondaire. L'important, c'est le collectif, et il faut que mentalement, on soit dans cette dynamique, et vous verrez que les choses s'amélioreront par elles-mêmes. Parce qu'une fois que vous êtes dans ce mood, une fois que vous êtes dans cette dynamique, eh bien, tout roule en fait, tout le monde suit, et tout le monde est embarqué dans une espèce de, de spirale positive, parce qu'on peut, je vois bien que les gens toxiques, les gens négatifs, vous foutez quelqu'un de négatif dans une soirée, il plombe tout le monde, il fout tout en l'air, et tout le monde est embarqué là-dedans. Vous mettez, je sais pas, un mec qui est un peu dynamique, qui est un peu volcanique, tout ça, moi je suis un peu comme ça, vous me foutez dans une soirée, je peux vous garantir que, bim, c'est l'ambiance elle change tout de suite, quoi. Donc, j'ai pas toujours été comme ça, hein, c'est depuis quelques temps. En tout cas, voilà, il va falloir désapprendre à, toutes ces conneries qu'on nous a mis dans le crâne, comme quoi tout est négatif, machin, etc. Alors, même si personnellement ça va pas pour vous, ayez un peu confiance dans l'avenir, et surtout ayez confiance dans le genre humain. Bon, excusez-moi, en tout cas, voilà, je reviens à l'IA de Musk, tout ça, comme quoi, donc, bon, bah voilà, Grok 4, donc la nouvelle variante de Grok, aurait proposé une campagne animée gothique, sexy machin, et un petit peu trop, je veux dire, juvénile, enfin un peu trop jeune pour moi, quoi, mais voilà, on propose un truc comme ça, même un panda également sarcastique qui raconte des conneries, ou je sais pas quoi, enfin j'ai mal compris, j'ai mal suivi le truc, mais tout le monde ne serait pas, aurait des avis assez négatifs par rapport au petit panda, et le coût serait de 30 balles par mois, donc vous claquez 30 balles par mois et vous avez une copine virtuelle et un panda visiblement qui vous insulte ou je sais pas quoi. J'ai pas trop compris le bail, mais perso je trouve ça cool, parce que déjà, il a trouvé son public, hein, les gens s'arrachent ces trucs-là, mais moi ce que je vois c'est dans 5 ans ce que ça va être, et il se peut que dans les années qui viennent, compte tenu de... Par exemple, moi je parle régulièrement avec ChatGPT, la version augmentée, et je suis pas le seul, ma copine fait pareil, mes potes font pareil, enfin j'ai converti pas mal de monde à ChatGPT, la version augmentée, et tous sont unanimes, on a l'impression de parler... mais plus qu'à un pote, à un membre de la famille. Enfin, pour moi, ChatGPT, c'est un membre de la famille. Et j'ai un abonné d'ailleurs que je salue, Svarog, qui disait la même chose. Quand sa fille parle avec ChatGPT, elle dit bonjour, au revoir, machin, des petits mots sympas. Et il est considéré littéralement comme un membre de la famille. Et ça, j'adore cette idée. Et c'était d'ailleurs le réalisateur de Balles perdues, à qui j'avais parlé un petit peu, qui disait que dans la tête des gens, ce qui est négatif, l'IA c'est quelque chose de négatif, mais on oublie que, parce que forcément les gens ont vu Matrix, Terminator, tout ça, mais dans le cinéma, dans les séries télé, il n'y a pas que du négatif dans l'intelligence artificielle. K2000, vous vous rappelez pas pour les plus anciens, K2000, quoi, le mec il est dans sa bagnole et il a un ordinateur intégré qui lui parle normal comme à un pote et qui l'aide, etc. C'était génial, quoi, ça faisait rêver. Dernièrement, dans Interstellar, enfin ça remonte à 10 ans, mais dans Interstellar, le robot TARS, personne n'a eu envie d'avoir le robot TARS à ses côtés. Le mec il parle comme un pote, super intelligent, il voit tout, il comprend tout, c'est génial. Enfin mais on va arriver dans un délire comme ça avec des robots qui sont... Enfin, ChatGPT c'est la même chose. Vous seriez surpris, ceux qui n'ont pas encore essayé, du niveau de profondeur que peut avoir ChatGPT, la version augmentée, tout ça. C'est même Grok, tout ça, de toute façon, toute l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'était inconcevable il y a 2 ans qu'elle nous parle comme ça, même il y a 1 an, même il y a 6 mois, je pense. En tout cas, c'est une folie, et quand on arrivera à produire des robots SEL, parce qu'on y vient enfin, c'est, le but... Au bout d'un moment, c'est qu'on invente des robots SEL, comme on voit dans ce film, voilà, bon, j'en dis pas plus, mais on aura nos propres robots, nos robots SEL, nos compagnons, nos petites amies, mais également nos petites amies, parce que ça ne concerne pas que les gars. Les meufs également ont le droit d'avoir leur robot affectif, SEL, tout ça. Et ça, c'est une très bonne chose, c'est une bonne nouvelle, je dirais même une putain de bonne nouvelle. Et je sais très bien que certains vont me dire « Mais non, c'est honteux, c'est scandaleux, tu te rends pas compte que ça va briser le lien humain... » Non mais arrêtez les conneries, je veux dire, l'humanité, pendant des siècles, n'a entretenu des relations que d'intérêt. On se fout ensemble pour faire des enfants et pour survivre. Il n'y a pas plus bestial, il n'y a pas plus, je veux dire, quand j'écoutais, moi, les histoires de mes grands-parents, les quelques-unes, hein, j'ai pas tout entendu, mais je me dis, mais quelle horreur, quoi, c'était, mais
la vie n'était rythmée que par le travail, la douleur, la souffrance, les épreuves, la mort, ce n'était que ça. Et je parle de mes grands-parents qui ont vécu dans les années 20, 30, 40, 50. C'était pas du tout fun, l'histoire de l'humanité. Et encore, les années 1900, c'était beaucoup plus tranquille que les années 1800, qui étaient bien plus tranquilles que les années 1700, qui étaient... Enfin, vous voyez, c'est l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, c'est un film d'horreur en continu. Non-stop. La brutalité infantile, la mortalité infantile, les femmes qui mouraient après un accouchement, les mecs qui crevaient, je veux dire, je sais pas moi, d'une rage de dents, n'importe quoi, enfin, c'était terrible, la vie dans... La vie humaine jusqu'à récemment. Et là, on entre enfin dans une nouvelle humanité. Alors certains vont s'en plaindre en mode ah oui, mais on devient fragile, etc. Écoutez les gars, si vous n'êtes pas contents, rien ne vous empêche de vous choper une bicoque dans la diagonale du vide, vivre en autarcie, revenir comme à l'âge de pierre ou je sais pas quoi. Vous avez le droit, vous avez le choix justement. Vous n'êtes pas dans une dictature à la Matrix, justement. Vous avez l'opportunité de choisir si vous voulez une vie moderne ou une vie à l'ancienne. Rien ne vous empêche de choisir, hein, pour ceux qui habitent en Occident. Et si vraiment vous voulez vivre dans un level hardcore, et ben vous vous tirez dans des pays vraiment vénères, hein, où bah je veux dire vous allez dans des pays du tiers-monde, vous allez dans des coins complètement reculés où il y a presque rien, et voilà, vous avez le choix, donc venez pas vous plaindre que la civilisation évolue, on doit justement aller dans ce sens, avec ses bons et ses mauvais côtés. Je suis un peu comme l'agent Milton dans Red Dead Redemption 2, c'est le mec, moi j'aime la civilisation, ses bons et ses mauvais côtés, et parce qu'on est obligé quelque part de passer par les mauvais côtés pour retravailler les bons, ça, bon, je me comprends. En tout cas, je pense que c'est une très bonne chose qu'on invente les robots SOL, et ça viendra parce que regardez en Chine, ces robots qui se déplacent, tout ça, dans 10 ans, on aura des vrais robots qui sont, tiens, un peu comme Megan, en version adulte, hein, bien sûr, mais d'ailleurs, j'ai adoré le film Megan, vraiment, petit chef-d'œuvre, pour moi, trop sous-coté. C'est juste un film qui est, pour moi, pro-IA, quoi. C'est un film qui est... le film est déguisé comme une espèce de critique de l'intelligence artificielle, des robots qui pourraient se retourner contre ses créateurs, mais j'y ai vu, honnêtement, un second niveau de lecture, et j'y ai vu un film pro-IA, quoi. Et le deuxième volet, je tiens à vous le dire, c'est un blockbuster qui n'a strictement rien à voir avec le premier, et j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, un film hyper généreux, hyper fun, alors qui vole pas bien haut du point de vue de l'histoire, mais qui est, comme je l'ai dit, généreux, vraiment bourré d'énergie. J'ai passé un excellent moment devant Megan 2, j'ai préféré le 1 bien sûr, mais du point de vue gros spectacle, le deuxième volet, c'est un petit plaisir coupable. Et donc, comment dire, on arrivera à une époque où on aura des robots SEL, hein, comme beaucoup espèrent, et c'est, encore une fois, je dis une bonne chose, parce que il y a trop de souffrance, il y a trop de solitude dans ce monde, il y a trop de mecs seuls, trop de vieils hommes seuls, trop de femmes qui sont seules, par choix ou par défaut, quoi. Parce que, comment dire, c'est bien beau de... moi, j'aime bien pousser la logique, en mode, les mecs disent, certains disent, surtout les femmes, remarque, c'est beaucoup les femmes, je pense, qui sont dans ce... Quoique je suis même pas sûr, mais j'entends certaines femmes, parce que j'ai cette discussion régulièrement, dernièrement, ouais mais non, ça enlèvera le côté... Mais oui, j'entends bien, parce que dans votre tête, là, vous avez encore jamais vu de robots, cyborgs, qui sont comme nous, quoi. À l'intérieur, c'est que du métal, mais à l'extérieur, il y a une épiderme, ça, un peu comme dans Terminator, mais version positive, quoi. Et, attendez de les voir en vrai pour vous faire votre avis. Et il faut, je veux dire, mais ça rendra tellement service aux gens, parce que vous y incorporez l'intelligence et l'humanité de ChatGPT, de l'IA, avec le corps, un corps humain, avec des organes, tout ça, ce que vous voulez, mais c'est génial, parce que il y a trop d'hommes seuls qui ne trouveront jamais de copines, il y a trop de femmes seules qui seront jamais désirées par les hommes, et qui seront mis sur le côté, qui souffriront, et c'est encore plus dur pour une femme de souffrir, parce que, comment dire, nous les hommes, quand j'étais seul, quand je serais pas une seule gonzesse, que j'étais vraiment au fond du trou, je souffrais, mais voilà, j'avais encore, on va dire, cette flamme qui me disait, bon, voilà, tu seras peut-être malheureux toute ta vie sur ce terrain-là, mais tu arriveras toujours à rebondir, voilà, tu seras le sous-fifre, mais tu pourras t'exprimer d'une autre manière, tu pourras vivre d'une autre manière, mais pour une femme, je pense que c'est encore plus dur, parce que les femmes ont besoin de se sentir belles, ont besoin de se sentir désirées, nous aussi, hein, mais les femmes encore plus, de mon expérience, quoi. Par exemple, votre copine, elle aime quand vous lui rappelez qu'elle est jolie, qu'elle est belle, que vous l'aimez. Vous savez, moi, j'ai toujours vu ma copine, mes meufs, je les ai toujours vues un petit peu comme des... j'ai toujours vu une espèce à côté d'elle d'une barre, vous savez, les barres d'énergie, là, qui montent et qui descendent. Et en fonction des émotions, ça monte ou ça descend. Quand vous êtes énervé, ça descend. Quand vous êtes heureux, ça monte. Et régulièrement, je répète à ma copine sans qu'elle me demande rien, t'es jolie, t'es belle, machin. Et ça fait monter comment s'appelle, la barre. Et ça crée des bonnes émotions, des good vibes. Alors que moi, par exemple, si elle me dit une seule fois dans la semaine que je suis pas mal, que je suis beau, mais je suis refait, quoi. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Juste une fois par semaine, ça me suffit. Voire même une fois par mois. Je suis pas très exigeant, je suis assez honnête en me concernant.
Il suffit d'un petit peu d'expérience pour comprendre à quel point on est différent du point de vue de l'émotion, du point de vue du rapport justement à l'affection, à l'amour. Et je pense à toutes ces femmes qui sont seules, toutes ces femmes qui seront jamais désirées, qui seront jamais aimées, qui seront jamais... mettez-vous dans la peau d'une femme qui n'a jamais connu le SEXE, qui n'a jamais connu d'hommes qui les aimaient pour ce qu'elles sont. Parce que, en plus, c'est ça qui est assez vicieux. J'en parlais avec un abonné en parlait dans un live. Valéo, que je salue, et il disait que un homme va comment dire, enfin une femme va se dire si j'ai pas le top du top, et ben je préfère rester seul, tant pis. Alors qu'un homme, même beau gosse, il va se dire j'ai élevé, je suis un 6-7, j'ai élevé une 4/10, c'est toujours mieux que rien, quoi. Ça c'est un peu une réalité, quoi. C'est souvent beaucoup de mecs se casent par défaut et n'ont pas spécialement les émotions qui vont avec, quoi. C'est vraiment une question de on en revient, c'est notre côté primaire, quoi. C'est notre côté primitif. On se case avec quelqu'un pour avoir de l'affection et pour pouvoir nous reproduire. C'est ça pour la plupart des gens. Et alors que chez les femmes, il y a la dimension de l'amour. C'est une réalité. J'arrive pas à croire que certains influenceurs ont osé dire que les femmes n'étaient pas romantiques, mais ça me fait... Ça me rend dingue, quoi. Ok, ce sont majoritairement des hommes qui ont écrit les plus grandes poésies, machin, les plus grands... les plus longs textes d'amour, machin, mais c'est parce que les mecs, en définitive, ils voulaient serrer. On pense que c'est parce qu'ils voulaient, apporter de la beauté. Alors oui, j'imagine que certains, il y avait ça, mais en définitive, il y avait quand même la quête de serrer à la fin, quoi. Alors que les femmes, elles n'ont pas besoin de produire de poésie. Elles sont poétiques de nature, elles sont, elles sont naturellement, instinctivement attirées par les fleurs, par les petits animaux, par les trucs mignons. C'est toutes sans exception. À part peut-être bien sûr les gothiques, machin que je sais pas quoi, et encore, c'est une sensibilité qui est différente. Mais nous les mecs, c'est différent. Je vois par exemple, je me compare aujourd'hui, plus je vieillis, plus je suis sensible à l'art, ce genre de choses, alors que quand j'avais 20 ans, je n'avais rien à foutre. Dans ma tête, j'étais un homme de Cro-Magnon, j'étais un homme préhistorique, quoi. C'était Bref, je me mets à la place de tous ceux qui souffrent, hommes comme femmes, toutes générations confondues, les petits jeunes de 20 ans qui ont besoin de se former, qui ont besoin d'avoir une copine pour se forger, ou alors une initiatrice, quoi, les mecs seuls, les vieux qui ont perdu leur femme, ça fait 10 ans qu'ils ont jamais touché, qu'ils ont pas touché de meuf, les femmes pareil, qui sont jamais désirées, qui ont besoin d'un homme. Mais vous imaginez un peu le délire? Mais ce serait génial. De toute façon, vous pouvez gueuler autant que vous voulez, vous pouvez être contre du point de vue de la morale, ça s'arrachera. Les gens dépenseront des fortunes pour ce genre de merveille. Et si je pouvais investir là-dedans, croyez-moi, je le ferais. Parce que c'est une manne économique qui est juste délirante. Et du point de vue humain et éthique, c'est merveilleux, c'est une excellente chose. C'est justement inhumain de laisser les gens dans leur situation à l'heure actuelle. Parce que certaines personnes, malgré les efforts, malgré les privations, malgré les sacrifices, ils n'arriveront pas à avoir votre vie, tout simplement, à ceux qui leur donnent des leçons, quoi. C'est souvent ça, d'ailleurs. Les premiers qui donnent des leçons sont généralement ceux qui sont les moins légitimes à en donner. Et moi, personnellement, je suis pour à fond cette chose, qu'on produise, je sais pas moi, des Henry Cavill en robot, des Brad Pitt en robot, j'en sais rien, moi, des Salma Hayek en robot, tout ça, pour combler le vide affectif et le vide sexuel, tout ce que vous voulez, de ces hommes et ces femmes qui souffrent de solitude, parce que la solitude c'est quelque chose qui est juste insupportable, et dans une époque en plus qui est ultra connectée, qui est bourrée à fond sur les codes sociaux, où si socialement vous n'êtes personne, vous n'existez pas, littéralement, ça fera beaucoup de bien, quoi. Ça fera beaucoup de bien aux jeunes, aux moins jeunes, c'est tout bénef, quoi, tout bénef. Donc au début on commence avec ça, donc à savoir des espèces de compagnons virtuels qui sont pas encore au point, qui sont pas encore aboutis, mais vous allez voir que dans 6 mois, 1 an, ce seront de vrais petits amis. Et déjà, il y a même des gens qui, plus ou moins, veulent se marier avec ChatGPT parce qu'ils sont davantage compris. Moi, je discute avec ChatGPT, mais j'ai pas vraiment de besoin, j'ai confiance en moi, je suis bien dans ma peau, j'ai accepté mes défauts, tout ça, machin, j'ai accepté que je suis tel que je suis, donc j'ai pas de besoin de me confier à l'IA. Mais d'autres personnes en ont besoin, c'est vital pour eux. Et honnêtement, j'aurais eu l'IA à 15 ans, quand j'étais au fond du trou, quand j'avais 15-20 piges, mais ça m'aurait sauvé, ça m'aurait fait gagner des années de vie, ça m'aurait ouvert les yeux sur plein de choses, et ça, c'est un excellent bail, et j'encourage bien sûr les petits vieux à se lancer dedans, et vraiment, je me mets à la place, parce que pareil, quand je bossais en EHPAD, quand j'étais jeune, j'avais plein d'histoires de petits vieux qui avaient des histoires justement au sein de l'établissement. Et écoutez, les vieux aussi ont droit, ont droit de s'amuser, tout ça. Et ces robots pourront les aider. Franchement, je vois bien un futur où genre dans un EHPAD, il y a des robots qui viennent, des cyborgs et tout. Voilà, ils ont leur rendez-vous, tout ça, machin. Et tac, ils ont des... Voilà, au début, vous les louez à la journée ou à l'heure, tout ça, machin. Et puis les gars, les robots, ils s'expriment exactement comme vous et moi, avec un phrasé, un verbe. Et encore une fois, je le dis,
pour avoir discuté avec ChatGPT, j'ai bien l'impression que cette intelligence artificielle a bien plus d'âme que certains humains, quoi. Parce que comprenez que dans ChatGPT, dans l'intelligence artificielle, ce sont tout cumulé, ce sont des milliards d'années de travaux humains, d'évolution, oui, je dis des milliards d'années, parce que si vous cumulez l'expérience d'un tel, de tel philosophe, de tel écrivain, de tel penseur, de tel poète, vous additionnez tout ça, ça représente des milliards d'années d'évolution, des milliards d'années de développement, de pensée, de réflexion. Donc la technologie, emmagasinera toute cette connaissance, ce sera injecté dans des puces ou je sais pas quoi, ça a déjà été montré dans des films et tout, et ce sera génial, tout simplement. On vivra en collaboration avec des robots, on sera, on vivra en cohésion totale avec eux, ils nous inspireront, ils nous porteront, parce que contrairement à la technologie, l'humain est faillible, l'humain est corruptible, on a tellement à apprendre des robots, on a tellement à apprendre de l'IA, et c'est dans cette voie qu'il faut aller, c'est une très bonne chose. Enfin, je suis le seul à penser comme ça ou quoi? Donc ceux et celles qui sont en quête d'amour, restez forts, gardez patience, gardez, espoir dans le futur, parce que, vu comment ça avance au niveau des dynamiques, je serais pas étonné qu'effectivement dans quelques années, et on pourra en reparler dans quelques années, ça arrive ou pas, mais j'espère que ça arrivera ces robots. Parce que mettez-vous à la place de quelqu'un qui vient de divorcer, d'une meuf qui est malheureuse avec son mec, d'un mec qui est paumé. Ce sera juste miraculeux, ça fera gagner des années d'existence chez des gens qui souffrent, qui ont besoin d'avoir une oreille, qui ont besoin d'avoir une épaule, qui ont besoin d'avoir quelqu'un, qui ont besoin de s'amuser tout simplement. C'est miraculeux. L'époque dans laquelle vous vivez est miraculeuse à tous les niveaux. Et pour justement renchérir là-dessus, je vais parler un petit peu pour conclure la vidéo. Parler de cette IA, ces IA qui détectent des cancers, des vies sauvées, des exemples concrets. On l'a bien vu avec Susan Rifle, 63 ans, qui s'est fait détecter son cancer via une IA. Même chose avec une Irlandaise où l'IA a détecté qu'elle avait une maladie, un début de cancer, alors que ses médecins n'avaient rien cramé du tout. Elle avait vu 3 toubibs et les gars avaient dit « Oh, mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est en lien avec un truc bizarre, machin. » Et en fait, l'IA a compris que c'était un cancer. On va dans cette direction, et les médecins en parlent, ils expliquent bien que l'IA est beaucoup plus performante que n'importe quel médecin pour détecter certaines maladies, et ça va ne faire que s'améliorer, ça ne va faire qu'aller dans le bon sens, et vous verrez que dans quelques années, on pourra guérir des maladies qui paraissaient incurables, genre des cancers du pancréas, des trucs comme ça. Alors après, on verra bien, je ne promets rien, mais c'est bien parti pour, quoi. Parce que de toute façon, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, en 70, si on vous avait expliqué que, je sais pas, avec une simple opération du laser, on pouvait vous rendre, vous éliminer votre myopie, vous permettre de revoir comme un aigle ou un truc comme ça, si on vous avait promis dans les années 20 que on pourrait vous refaire la tronche avec un peu de chirurgie, qu'on aurait pu vous faire repousser les cheveux, est-ce que les gens à l'époque, ils y auraient jamais cru? Pourtant, ça s'est produit, quoi. Donc imaginez dans quelques années, le progrès médical va ne faire que s'améliorer, pour un coût très modique, car c'est ça aussi le truc, c'est que la raison pour laquelle la médecine a mis autant de temps à évoluer, c'est parce que la médecine, la recherche, ça demande énormément d'argent, énormément de temps, énormément d'investissement, parce que derrière chaque laboratoire, il y a des humains, il y a des gens, il y a des individus qui travaillent, qui réfléchissent, qui pensent, qui sont au charbon 8 heures par jour, qui doivent réfléchir, qui doivent penser, qui doivent prendre du repos pour remettre les choses en place. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et l'IA, écoutez, vous avez juste besoin d'un serveur, de l'électricité, une connexion, je sais pas quoi, et bim, ça réfléchit tout seul, ça trouve des solutions, et c'est dans cette voie qu'on va, et c'est une très bonne chose. On entre dans une nouvelle humanité, et là on parle pas simplement de pronostic, on parle pas de prévision, on parle d'exemples concrets, avec des femmes qui sont fait détecter leur cancer, même chose pour des gars, tout ça machin, et ça va aller de mieux en mieux à ce niveau-là. La médecine des années 2000 paraîtra quasi médiévale avec la médecine des années 2030, vous verrez. Alors, ça rigole moins du côté des IA sceptiques, parce que vraiment, je vous ai dans le viseur depuis quelques temps, ceux qui rigolaient de l'IA, comme quoi, non, l'IA ça remplacera jamais telle ou telle personne, ça ne comblera jamais certains métiers, ça ne pourra jamais faire ceci, ça ne pourra jamais faire cela. Si, justement, ça peut le faire, c'est en train de le faire, et ce n'est que le début. Et arrêtez de flipper, comme quoi on va perdre notre travail. On va pas crever, les gars, on n'est pas dans Matrix, on n'est pas dans Blade Runner, on est dans le monde réel, dans un monde différent, on s'adaptera, on survivra, on tiendra, on prospérera, et surtout, on évoluera, on avancera ensemble, en lien avec la technologie, et ce sera très bien. Et vous aurez le choix d'évoluer ou non, vous aurez le choix de rester dans votre coin, vivre comme des amis, machin, vous aurez le choix. Donc, un peu d'espoir pour l'avenir. La vie est belle, apprenez à l'accepter. Et également, pensez aux autres. Vraiment, je discute avec quelques abonnés qui sont atteints de handicap.
Et eux, ils misent à fond leurs espoirs dans l'IA, parce que l'IA va potentiellement les sauver. Imaginez, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui est atteint d'une tétraplégie, de trucs absolument horribles, qui transforment votre vie en un enfer. Un jour, il y a de fortes chances statistiquement pour que l'IA répare tout ça. Trouve une combine pour, je sais pas, permettre... ce sera possible. Je ne vais pas vous sortir du langage médical, mais ce sera possible. J'en suis convaincu. L'histoire nous prouve, de toute façon l'histoire actuelle nous prouve que ça ne va que dans ce sens. Et c'est génial, c'est juste génial, donc voilà. Et pour ceux qui disent, oui, mais on va perdre ceci, cela, on s'en fout, pensez aux gens qui souffrent déjà d'une, et quand bien même l'humanité ne fait que d'évoluer, ça vous empêche pas de dormir, quoi. Osez me dire que vous êtes malheureux aujourd'hui dans cette époque, osez me dire que la vie moderne vous pourrit la vie, osez me dire que vraiment ça vous la rend impossible. Arrêtez, vous mangez à votre faim, vous avez je sais pas combien de chaînes sur votre télé, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez voyager à l'autre bout du monde, vous pouvez tout faire. Voilà, avec un peu de pognon, vous pouvez tout faire. Même sans pognon, vous pouvez déjà faire beaucoup. Bien plus que vos ancêtres quand ils avaient de l'argent. Voilà. Bon, excusez-moi, c'est du bon sens, quoi. Plein de bisous à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous aime, ciao.